Le 26 mai 2015, le lycéen James Fairweather se tient en embuscade. Cet adolescent de 15 ans, obsédé par les tueurs en série, se cache dans les buissons de ce parc à Colchester, dans l'Essex. Son intention ? Commettre un troisième meurtre. Mais au moment où il s'apprête à frapper de nouveau, le jeune homme est interpellé. Une femme qui promenait son chien l'a repéré et a reconnu sa veste grâce aux photos des appels à témoins. Il est arrêté et finalement condamné pour 2 meurtres. Je travaille avec des enfants depuis plus de 25 ans et au cours de ma carrière, j'ai pénétré dans l'intimité de centaines de familles. Je connais bien la psychologie des adolescents, leur comportement et les difficultés qu'ils posent à leurs parents. Et pour moi, les mots « enfant » et « monstre » ne devraient jamais être associés. Alors comment une personne aussi jeune peut-elle commettre un acte aussi monstrueux ? Et dans l'affaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien pu pousser un adolescent à tuer de parfaits inconnus ? La première fois que j'ai rencontré James Fairweather, c'était à la prison pour mineurs de Feltham, très peu de temps après son inculpation. C'était manifestement un adolescent très perturbé et paranoïaque. Lors de son interrogatoire, il a dit à la police qu'il n'éprouvait aucun remords parce que des voix lui avaient ordonné de commettre des sacrifices. De son point de vue, ces 2 victimes étaient effectivement sacrificielles. Et je crois qu'il se considérait comme une victime de ces voix autant que les 2 personnes qu'il avait tuées. En avril 2016, James Fairweather est reconnu coupable des meurtres de 2 parfaits inconnus. Jim Hatfield, âgé de 33 ans, et Naïd Almanea, 31 ans. L'adolescent tueur est condamné à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 27 ans. We had no idea the killer was so young, a fact that makes my son's death feel all the more cruel and unnecessary. Au petit matin du samedi 29 mars 2014, le corps de Jim Hatfield est retrouvé sans vie dans le parc du château de Colchester. Il a reçu 102 coups de couteau. C'est une agression particulièrement violente. Sa mère, Julie Finch, n'oubliera jamais le jour où on lui a annoncé que son fils avait été tué. Quand l'avez-vous appris ? Je n'ai pas été avertie avant le milieu de la journée. Donc, avant le samedi midi, je n'étais au courant de rien. Qui vous a appelé ou s'est déplacé ? Comment avez-vous su ? On a frappé à ma porte. Il y avait 2 policières. Qu'est-ce que vous avez imaginé à ce moment-là ? Au début, je ne savais pas qu'elles étaient de la police. Je m'apprêtais à sortir, donc j'ai ouvert la porte. Et c'est là qu'elles ont demandé à me parler. Et je les ai invitées à entrer. Je ne me rappelle pas vraiment ce qu'elles ont dit. Ce dont je me souviens, c'est d'avoir entendu un hurlement terrible avant de réaliser que c'était moi qui venais de crier. Jim a été tué sauvagement par un lycéen de 15 ans. Son nom, James Fairweather. Au cours de ma carrière, j'ai côtoyé des adolescents perturbés, mais aucun n'était aussi déséquilibré que James Fairweather. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce garçon de 15 ans à tuer 2 parfaits inconnus ? Peut-on imputer cet acte à son milieu familial ou était-il une bombe à retardement depuis sa naissance ? James est né le 5 août 1998. Il a une enfance tout à fait normale. Mais à l'adolescence, son comportement change. Les problèmes seraient apparus dès le début du collège. Des rapports indiquent qu'il était harcelé à l'école. Il était devenu très complexé par ses oreilles décollées. Beaucoup de ses camarades de l'époque ont dit qu'il était prêt à tout pour s'intégrer. Donc si quelqu'un lui demandait de frapper un autre élève, il le faisait sans hésiter.
Ensuite, il profitait de la connivence et de l'attention que l'incident lui procurait. Mais la plupart du temps, ce n'était qu'un jeune garçon brutalisé. Il a très mal vécu la mort de sa grand-mère quand il avait 12 ans. 11 ou 12, c'est un âge de transition. On passe de l'école primaire au collège. Alors quand un événement grave se produit à cette période, comme la mort d'un proche, ça peut être un déclencheur. C'était un solitaire. Il vivait dans son monde. Mais beaucoup d'enfants perdent leurs grands-parents, voire leurs parents. Tôt ou tard dans la vie, nous sommes tous confrontés à la disparition d'un proche. Mais cela ne justifie pas son comportement. Si? Bien sûr que non. La mort d'un grand-parent ne peut pas à elle seule expliquer la transformation d'un enfant ordinaire en meurtrier. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ce drame a fait prendre conscience à James qu'il ne pouvait pas tout contrôler dans sa vie. Et c'est un élément particulièrement révélateur. En prononçant la condamnation, le juge a souligné l'un des détails de l'affaire qui a été relayé par la presse à la fin du procès. C'est l'obsession de James pour les tueurs en série. Il recherchait désespérément une forme de reconnaissance et de célébrité. Et il l'a trouvée en devenant lui-même un tueur en série. Quand j'ai discuté des éléments de l'enquête avec lui, quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait toutes ces recherches, il ne m'a pas répondu que c'était une sorte de fantasme. Il a simplement parlé d'une obsession dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Le docteur David O a évalué James au cours des semaines précédant son procès. Il est convaincu qu'il souffrait d'un trouble du développement non diagnostiqué depuis des années. Les troubles du spectre autistique englobent un éventail de troubles. Les personnes qui en sont atteintes ont des difficultés dans quelques domaines clés. Par exemple, les interactions sociales réciproques. Certains ont du mal à comprendre les sentiments des autres ou à ressentir de l'empathie pour les autres. Chez ces personnes, on remarque aussi souvent des comportements répétitifs et des pensées qui reviennent tout le temps. Que savons-nous de l'autisme? Ce trouble peut-il avoir joué un rôle dans le comportement de cet adolescent? Les personnes atteintes d'autisme ont des difficultés à comprendre ce que vous pensez. Mais contrairement aux psychopathes, ils se soucient de vos sentiments. Il y a donc une véritable différence entre les deux. Je vois. La plupart des personnes souffrant d'un trouble neurologique du développement ou d'un trouble psychique sont bien plus susceptibles d'être des victimes que des agresseurs ou des meurtriers. En fait, il n'y a absolument aucun lien entre l'autisme et la violence. En plus de l'autisme, James semble avoir des tendances psychotiques. La psychose est une maladie caractérisée par de fréquentes hallucinations et des croyances irréelles, et souvent paranoïaques, qui ne sont pas fondées sur la réalité. Dans ma plaidoirie, j'ai comparé cet état à une tempête incontrôlable. L'autisme dont il était atteint était aggravé par le fait qu'il n'était pas soigné pour ça. Et en plus, selon nous, il souffrait aussi de psychose. Tous ces éléments conjugués ont mené à une détérioration considérable de son état mental. En janvier 2014, James Fairweather commet son premier délit. Il est arrêté pour avoir braqué une épicerie de son quartier, alors qu'il portait l'uniforme de son école. Il y a une rue commerçante dans le quartier de Grinstead. James Fairweather est entré dans l'un des magasins avec un couteau. Il a volé des cigares et un briquet. Il ne fumait pas. C'était un acte totalement arbitraire. Selon ses propres mots, il s'agissait d'un entraînement. En général, quand un adolescent a affaire à la justice, il prend peur. Ça sert d'électrochoc. Il se dit qu'il ne recommencera plus jamais parce que c'était une expérience horrible. Mais dans son cas, ça l'a plutôt encouragé. Il y a pris du plaisir. Il a aimé ressentir ce sentiment de pouvoir sur quelqu'un d'autre. Alors petit à petit, les choses se sont aggravées. Il n'a jamais pensé aux conséquences. Il ne s'est pas dit qu'il devait changer, mais au contraire, qu'il devait faire pire.
James Fairweather est arrêté sans être inculpé et exclu de son lycée. Mais cela ne lui sert pas de leçon. 2 mois plus tard à peine, il est prêt à commettre son premier meurtre. Les gens ont entendu parler de 102 coups de couteau, de blessures horribles. Ils ont eu connaissance des rapports, puis ils ont appris que le tueur était en liberté. Alors évidemment, ils ont pris peur. En mars 2014, l'adolescent de 15 ans, James Fairweather, est prêt à tuer pour la première fois. Ce jeune homme solitaire, obsédé par les tueurs en série, n'a apparemment aucune raison de s'en prendre à Jim Hatfield, un homme de 33 ans. Il avait grandi dans l'Essex. Il vivait à Grays. Il était en couple et avait 5 enfants. En 2010, il a été victime d'un terrible accident. Il a été renversé par une voiture. Il a souffert de lésions cérébrales et a perdu une partie de ses fonctions motrices. Dites-moi quel genre de personne était Jim. Quel était son caractère? Jim était un homme simple, un petit garçon ordinaire, affectueux, très gentil, toujours poli, très tendre. Il était toujours partant pour un câlin. C'était un enfant adorable et il n'a pas changé en grandissant. Il faisait toujours attention aux autres. Et il était père de famille. En effet. Racontez-moi ça. Combien d'enfants a-t-il eu? 5 enfants, tous adorables. Évidemment, leur père leur manque. Heureusement, il était encore petit quand Jim a eu son accident. Alors, ils ne l'ont pas beaucoup vu après, à cause de ses lésions cérébrales. Jim est resté dans le coma pendant 8 semaines. 2 ou 3 fois, les médecins m'ont dit qu'ils voulaient débrancher les machines qui le maintenaient en vie. Mais tant qu'on n'avait pas tout essayé, j'ai refusé. Donc vous avez attendu? J'ai temporisé encore et encore. Il fallait attendre que le cerveau guérisse un peu, que la tuméfaction se résorbe pour pouvoir tenter de le sortir du coma. Et Jim s'en est sorti. Il a eu de la chance, oui. Jim se rétablit doucement. Mais 4 ans après ce terrible accident, le malheur s'abat à nouveau sur lui. Le vendredi 28 mars 2014, on le voit quitter le pub River Lodge de Colchester sur les caméras de surveillance. Il se dirige vers le parc du château, juste à côté. Très tôt le samedi matin, James Fairweather, 15 ans, agresse Jim totalement au hasard. Il le larde de 102 coups de couteau et le laisse pour mort. Quand ils ont enfin dit qu'ils l'avaient retrouvé, j'ai pensé qu'il était tombé et s'était cogné la tête, qu'il était mort à cause de ses lésions cérébrales. Vous vous êtes dit... C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, avant qu'on me parle des 102 coups de couteau. Évidemment, à ce moment-là, le nombre exact de coups n'était pas encore connu. Ils ont simplement mentionné des blessures multiples. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu ça? Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait en vouloir à quelqu'un à ce point, et encore moins faire une chose pareille. Et surtout, ça me paraissait complètement insensé que quelqu'un ait pu en vouloir autant à Jim. Il était si gentil. Pour moi, c'était vraiment inconcevable. Et ce n'est que le dimanche, une fois l'autopsie terminée, que j'ai enfin pu voir mon fils. C'était la fête des mères ce jour-là. Ça ne s'invente pas. C'est un meurtre particulièrement violent. Quand James Fairweather finit par être arrêté, il avoue à la police n'avoir aucun souvenir de l'agression. Il affirme avoir été pris d'une violence aveugle. La nature des blessures, à savoir de multiples plaies dues à des coups de couteau, est significative, en particulier parce que certains de ces coups ont été portés aux yeux. De mon point de vue, ce sont des traits caractéristiques de son autisme, dans le sens où il s'agit de coups répétitifs, sans portée ou objectif précis.
Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la version des faits de James Fairweather. Il a dit qu'il était entré dans un état de rage incontrôlable, mais les preuves ne confirment pas ses déclarations. Certaines plaies sur le corps de sa victime sont en effet assez profondes, mais d'autres aussi sont superficielles, ce qui suggère une certaine retenue, comme s'il avait pris le temps de jouer avec sa victime. Ce n'était pas du tout une agression frénétique. James Fairweather a affirmé plus tard qu'il avait entendu des voix qui l'ont poussé à tuer. Est-il possible qu'une entité échappant à son contrôle ait possédé cet adolescent de 15 ans au point de faire de lui un meurtrier? James a déclaré avoir entendu ces voix dans la période précédant le meurtre. Alors, pour moi, il est évident que ces hallucinations constituaient en réalité des symptômes de sa maladie psychotique. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre la psychopathie et la psychose? Les personnes souffrant de psychose ont généralement des symptômes comme des hallucinations, de la paranoïa. Ils peuvent entendre des voix, ils sont dans une forme de délire. Ils perdent donc le contact avec la réalité. Les personnes psychopathes, en revanche, ne sont pas déconnectées de la réalité. Elles savent exactement ce qu'elles font. Elles n'ont pas d'hallucinations. Elles agissent simplement en n'éprouvant aucun remords. Elles commettent des actes cruels sans ressentir la moindre compassion pour leurs victimes. Peu importe les raisons qui l'ont poussé à tuer Jim Hatfield. James Fairweather a ôté la vie à un père de famille aimant qui s'apprêtait à retrouver ses enfants après plusieurs semaines passées à l'hôpital. C'est l'une des choses que j'ai le plus de mal à accepter. Parce que ces enfants vont devoir avancer dans la vie en sachant ce qui s'est passé, sans avoir eu l'occasion de le revoir. Même s'ils en parlent, ils se recueillent sur sa tombe et ils apportent des fleurs. Le 2 avril 2014, 4 jours à peine après le meurtre de son fils, Julie fait un appel à témoins émouvant par l'intermédiaire de la police de l'Essex. Il ne peut pas avoir provoqué la situation. Il était tellement vulnérable. Et il savait bien à quel point il l'était. La police procède à 5 arrestations, mais tous les suspects finissent par être disculpés. 3 mois après le meurtre de Jim Hatfield, James Fairweather frappe à nouveau. Sa deuxième victime est une étudiante saoudienne, Naïd Al-Manea, âgée de 31 ans. Elle est agressée en plein jour sur le chemin qui longe le Salary Brook, le 17 juin 2014. James Fairweather l'a attaquée par derrière. Il l'a poignardée dans le dos et la lame a atteint son foie. Ensuite, il l'a retournée, a fait valser ses lunettes de soleil et lui a crevé les yeux avec son couteau à baïonnette. Après lui avoir asséné 16 coups de couteau, il a quitté les lieux. 2 hommes qui cherchaient un chat égaré sont tombés sur elle. Ils ont appelé la police, les secours sont arrivés, mais ils n'ont pas réussi à la sauver. C'est une nouvelle agression violente et au hasard. Une fois de plus, James Fairweather a affirmé être entré dans une rage incontrôlable. Pourtant, plusieurs blessures sur le corps de Naïd laissent au contraire supposer une certaine maîtrise de ses actes. Et comme il l'avait fait avec sa première victime, l'adolescent de 15 ans a planté sa lame dans les yeux de Naïd. On sait que Peter Sutcliffe poignardait parfois dans les yeux les victimes qu'il tuait. Et on sait que c'était une sorte d'idole pour James Fairweather. Les tueurs en série infligent ce genre de blessures parce que c'est extrêmement douloureux. Quand on poignarde quelqu'un dans les yeux, la victime se met à hurler. C'est effroyable. Et je pense que James Fairweather jouissait de cette réaction. Julie Finch entend rapidement parler du meurtre de l'étudiante. Avez-vous pensé qu'il s'agissait du même tueur? Immédiatement. J'en étais convaincue. Évidemment, la police ne pouvait pas l'affirmer. Je ne sais pas s'ils l'ont soupçonné très tôt ou pas, mais ils ont mené 2 enquêtes différentes. Qu'est-ce que vous vous disiez?
Je me disais qu'il y avait un fou en liberté et que c'était sûrement un tueur en série. Alors quand j'ai fait mon appel à témoins, je l'ai fait pour Jim, mais aussi pour Naïd. Sa famille était à l'étranger et il n'y avait personne pour la défendre. Il fallait qu'on en parle. Il fallait faire le plus de choses possible pour que les gens soient au courant et pour qu'ils soient en sécurité. Quand il semble n'y avoir aucun mobile, quand les victimes sont choisies au hasard, alors n'importe qui peut devenir une cible. Et cette idée sème la terreur dans la ville. La police réquisitionne des agents supplémentaires dans les comtés voisins pour tenter d'identifier l'auteur de ces 2 meurtres. Mais toute la ville de Colchester a peur. Personne n'est à l'abri. En juin 2014, les habitants de Colchester, dans l'Essex, sont convaincus qu'un tueur en série rôde dans leur ville. Les meurtres de parfaits inconnus, ça n'arrive jamais à Colchester. Et il n'y avait aucun mobile, aucune raison apparente, aucun témoin, aucune trace d'ADN ou empreinte digitale. Les meurtres de Jim Hatfield et de Naïd Al-Manea laissent la petite ville en état de choc. Michelle Sadler, une habitante, avait l'habitude de promener son chien sur le sentier qui longe le Salary Brook, où le corps de Naïd a été retrouvé. Les gens étaient terrifiés à l'idée qu'un tueur en série était en liberté. Il y avait une atmosphère étrange dans la rue. Les noctambules ont peu à peu arrêté de sortir. C'était vraiment bizarre. Les gens ne venaient plus promener leurs chiens dans ce coin-là, alors qu'avant, il y en avait toujours à cet endroit. Ça faisait un drôle d'effet. On vit dans l'incertitude. On est suspendu à la sonnerie du téléphone. Un nombre incalculable de fois, le téléphone a sonné pour nous annoncer que quelqu'un avait été arrêté. Ça vous faisait sursauter? Les premières fois, je me disais, ça y est, ils l'ont attrapé. Évidemment, je ne savais pas comment se passait une enquête. Après, ça a alterné entre remise en liberté sous caution et nouvelles arrestations, ou la découverte d'un alibi. S'il y a bien une chose que je reconnais à la police, c'est que j'ai été informé de chaque nouvel élément de l'enquête. À chaque fois que l'affaire allait être mentionnée à la radio ou dans la presse, on me mettait au courant. On me disait que ce serait peut-être évoqué aux infos ou dans un article de journal. Vous est-il arrivé de perdre espoir? Oui, souvent. Parfois, je me coupais du monde. Je restais enfermée dans ma chambre toute la journée. Je ne sortais même pas de mon lit. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Les inspecteurs qui enquêtent sur le meurtre de Naïd Al-Manea interrogent un certain nombre de suspects. L'un d'entre eux est un lycéen qui a braqué un magasin du quartier avec un couteau 5 mois auparavant. Il s'agit de James Fairweather, 15 ans. Il a été convoqué pour répondre à quelques questions. Il a déclaré à la police qu'il était seul chez lui, au téléphone avec sa mère. Sur le moment, il a été écarté de l'enquête. Mais on ne l'a pas complètement oublié. C'était un jeune garçon. Et il n'y avait aucune preuve. À ce moment-là, aucun élément ne permettait encore de suggérer qu'il aurait été capable de commettre de tels actes. Pendant près d'1 an, les meurtres restent non élucidés. Mais la police et les familles des victimes n'abandonnent pas leurs recherches. Des appels à témoins sont régulièrement lancés dans la presse locale et nationale pour tenter de retrouver le meurtrier. Je suis resté en contact régulier avec Julie Finch. Depuis le meurtre tragique de James jusqu'aux appels à témoins en passant par la conférence de presse le jour de la date anniversaire du meurtre. C'est une femme solide. Elle était prête à se battre jusqu'au bout pour que justice soit faite. Elle n'a jamais douté que la police finirait par trouver le meurtrier et qu'elle obtiendrait justice. Ma vie aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Mais je dois faire avec. Il n'y a que 2 options. Soit je me recroqueville dans un coin et j'abandonne, soit je me bats et je montre que je suis plus forte que ça. Et vous avez choisi? De me battre. Il faut toujours se battre. J'ai travaillé sur un certain nombre de meurtres. C'est toujours un drame. À chaque fois, c'est une douleur immense pour la famille.
Mais dans les autres affaires, au moins, il y avait un suspect. On avait retrouvé l'arme du crime. On avait une chance de voir l'enquête progresser. C'est le seul meurtre où, pendant plus d'1 an, il n'y a eu aucune réponse. Ça en fait une affaire particulière. L'enquête piétine, mais James Fairweather, lui, ne compte pas s'arrêter là. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'il faisait le mur la nuit pour rôder dans ces endroits. Il voulait connaître son terrain de chasse sur le bout des doigts et ne rien laisser au hasard. Son objectif, à mon avis, c'était de devenir officiellement un tueur en série. Et pour ça, il fallait atteindre un certain nombre de victimes. Donc, il essayait de prendre ses précautions. Mais il aimait les frissons que ça lui procurait et forcément, ça implique de prendre quelques risques. Le 26 mai 2015, James Fairweather s'apprête à commettre son 3e meurtre. Il retourne sur les bords du Salary Brook, où il a tué Naïd Almanea moins d'1 an auparavant. Et il attend patiemment sa nouvelle victime. Ce jour-là, exceptionnellement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas détaché mon chien. Et puis quelque chose dans les buissons m'a effrayée. Je ne savais pas ce que c'était, mais je ne m'attendais pas à voir quelqu'un caché là. Et ensuite, sans raison apparente, il a bondi hors des buissons pour se cacher sous un arbre de l'autre côté. Il s'est accroupi et s'est mis à me fixer. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Il avait des lunettes de soleil et tout à coup, j'ai réalisé qu'il portait cette veste beige genre saharienne que j'avais vue sur les photos de ses avis de recherche. Michel suit son instinct et appelle la police. 5 minutes plus tard, tout au plus, un agent est arrivé à pied. Et quelques minutes après, un deuxième est apparu à un autre endroit. Les policiers sont intervenus. Quand ils l'ont interpellé, il avait un couteau et des gants. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait. Et il a dit qu'il attendait sa prochaine victime. En fouillant son domicile, ils ont trouvé un autre couteau dans une veste d'uniforme. James est arrêté et avoue immédiatement les meurtres. Dans un interrogatoire enregistré, il explique très précisément aux inspecteurs comment il a procédé. Par la suite, il est retourné sur les lieux de ce crime. Il s'asseyait pour essayer de retrouver les sensations qu'il avait éprouvées en tuant ses victimes. Il conservait des coupures de presse qui parlaient de lui. Ça lui procurait du plaisir. Il a confié avoir prévu de tuer 15 personnes. Il voulait faire aussi bien que Ted Bundy, son tueur en série préféré. Il était complètement obsédé par ça. Alors soit c'est un psychopathe, et on a pu le neutraliser uniquement parce qu'il n'a pas pu résister à l'envie de s'en prendre à quelqu'un, le 26 mai 2015, le jour de son arrestation, soit ce n'est qu'un adolescent complètement déboussolé et très perturbé, qui a besoin d'aide et qui peut être aidé. Que se passe-t-il réellement dans la tête de James Fairweather? S'agit-il des vantardises d'un tueur dérangé ou des élucubrations d'un adolescent souffrant de troubles mentaux? Quand la police lui a demandé comment ces meurtres s'étaient déroulés, il s'est levé pour mimer l'agression et montrer comment il leur avait asséné ses coups de couteau. Et ça a eu l'air de lui plaire énormément. Il prenait du plaisir à rejouer la scène. Il est constamment en représentation. Pour lui, le monde est un théâtre. Pendant un interrogatoire comme pendant son procès, ce qui l'intéresse, c'est que les projecteurs soient braqués sur lui. J'ai vu une photo de lui qui avait été postée sur un réseau social. Quelque chose comme ça. Colchester est une petite ville, alors c'était vraiment terrifiant de mettre un visage sur le tueur. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, on dirait pas.
Je sais que c'est stupide, mais j'ai pensé qu'il avait plutôt l'air d'une mauviette. Il était tout fluet, tout chétif. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il ciblait des personnes vulnérables, comme Jim. Et comme Naïd, bien sûr. Elle n'était pas plus grande que moi, plutôt maigrichonne. Quelles émotions avez-vous ressenties en voyant sa photo? C'est assez difficile à expliquer, mais bizarrement, je n'ai absolument rien ressenti. Je n'étais même pas en colère. Je n'avais aucune émotion, comme s'il n'en valait pas la peine. Le 29 mai 2015, 3 jours après son arrestation, James Fairweather est inculpé des meurtres de Jim Hatfield et de Naïd Al-Manea. Michelle Sadler a échappé au pire. Le jour où la police est venue chez moi pour m'annoncer qu'il avait été inculpé, je me suis sentie vraiment mal. Ce soir-là, j'étais dans un tel état de choc que j'ai vomi. Je me sentais coupable d'avoir emmené ma fille jouer là-bas la veille encore. Il comptait m'attaquer par derrière. Et ce qui m'a le plus affectée, c'est de savoir que si j'étais passée là-bas 5 minutes plus tard, alors qu'il avait déjà rejoint sa deuxième cachette, je ne serais plus là aujourd'hui pour en parler. Ça m'a vraiment travaillé. La nouvelle de l'arrestation provoque une onde de choc dans la ville. Avant l'arrestation de James, tout le monde pensait que le meurtrier était un adulte à cause de la sauvagerie des meurtres. Sans trop se tromper, on pouvait même affirmer qu'il s'agissait d'un homme. C'est pour ça que les gens ont été choqués d'apprendre que le coupable n'avait que 15 ans. Le procès de James Fairweather doit avoir lieu en avril 2016. L'accusation va devoir prouver que l'adolescent est responsable de ses actes. James Fairweather a immédiatement avoué les meurtres de Jim Hatfield et de Naïd Al-Manea en mai 2015. Mais 2 semaines plus tard, il revient sur sa version des faits. Il affirme que les voix dans sa tête l'ont obligé à faire de faux aveux. Mais en janvier 2016, Fairweather change à nouveau d'avis. Il admet être responsable des meurtres après l'apparition d'une nouvelle preuve. Il a laissé son ADN sur les lieux du meurtre de Naïd Al-Manea. Un échantillon que la police scientifique n'avait pas été en mesure d'identifier pendant plus d'1 an après l'avoir prélevé. Mais de nouvelles techniques ont permis d'isoler Fairweather parmi 11 000 possibilités et de le relier directement au meurtre de la jeune femme. Pour moi, c'était la preuve ultime. Un élément supplémentaire qui venait encore renforcer un dossier déjà solide contre lui. À ce moment-là, on lui a fait comprendre que les preuves à son encontre étaient accablantes et il a immédiatement avoué être l'auteur des crimes. Le 11 avril 2016, le procès de James Fairweather commence à la cour pénale de Guildford. Il plaide coupable pour homicide involontaire. La seule question dans cette affaire était de savoir si James Fairweather avait ou non toute sa capacité de discernement. En d'autres termes, compte tenu de son état psychique, était-il responsable de ses actes? À ce moment-là, il avait déjà reconnu être l'auteur des faits. L'enjeu était donc de savoir si l'homicide était volontaire ou non. Nous avions en notre possession 3 rapports de 3 psychiatres différents, très convaincants à mes yeux. Ils concluaient tous que James souffrait de psychose. De ce fait, sa responsabilité face à ces meurtres était considérablement compromise. Les médecins établissent aussi que James est atteint d'autisme. Le docteur David O est l'un des psychiatres qui travaille pour la défense. Il est important de souligner que les troubles du spectre autistique englobent un éventail de troubles. Et à l'évidence, la majorité des personnes qui en souffrent ne sont pas violentes et ne se comportent pas comme James. Après l'avoir évalué, j'en ai conclu que c'est l'association de l'autisme et de la psychose qui a conduit à un schéma de comportement très grave. Il y avait 3 médecins Oui. dans le camp de la défense. Ils étaient tous convaincus qu'il souffrait de troubles psychiatriques et qu'il entendait bien des voix. Du côté de l'accusation, on n'avait qu'un seul médecin,
Et pour lui, c'était un tas d'âneries. Et on a dû prouver qu'il savait exactement ce qu'il faisait, qu'il était parfaitement maître de ses actes. Je vois. Pendant les 2 semaines de procès, James Fairweather ne manifeste pas le moindre remords pour ses victimes. Sa froideur divise l'opinion. Est-ce qu'il ne ressent aucune émotion ou est-il incapable de ressentir de l'empathie? James n'a jamais montré le moindre remords, à aucun moment. On peut voir ça comme un comportement froid et calculateur. Mais de mon point de vue, c'est essentiellement dû à son autisme. Les personnes autistes en général, et James en particulier, ont du mal à exprimer leurs émotions. Et bien évidemment, le remords en est une. Avez-vous vu la moindre émotion sur son visage quand vous avez échangé un regard avec lui? Je me souviens avoir pensé qu'il avait l'air diabolique. Il ne semblait absolument pas rongé par le remords. Loin de là. Il s'est contenté d'un petit sourire satisfait. Je pense qu'il voulait simplement être célèbre. Il voulait être un tueur en série comme Peter Sutcliffe. Il voulait que les gens se souviennent de lui. D'après mes recherches, on le disait autiste. La probabilité qu'il souffre de troubles autistiques a été débattue, en effet. Mais bon, ma nièce est autiste, et elle ne tue pas des gens pour autant. Pour moi, toute cette discussion, c'était avant tout une excuse bien pratique. Il n'a montré aucun remords. À ce stade, il convient de rappeler que pour les gens comme James Fairweather, une salle d'audience est un théâtre où on peut jouer un rôle. Il y a un public, la presse. Exactement. C'est une grosse affaire. C'est une représentation devant un public. Et c'est ce qu'il continuait à faire. Regardez comme je suis maître de moi. Regardez à quoi ressemble un véritable tueur en série. Le jury établit que James Fairweather est responsable de ses actes. Il le reconnaît coupable non pas d'homicide involontaire, mais de 2 homicides volontaires. Dans sa décision, le juge Spencer affirme que James souffre d'un trouble de la personnalité psychopathique émergent. S'il est qualifié d'émergent, c'est qu'officiellement on ne peut pas diagnostiquer un trouble de la personnalité chez un enfant. L'idée, c'est que cette personnalité est toujours en formation et continue à se développer tout au long de l'enfance. C'est donc une façon de signaler que ce jeune homme présente les caractéristiques d'un psychopathe. Mais comme sa personnalité continue à se développer, on parle d'un trouble émergent. James est condamné à perpétuité avec une période minimale d'emprisonnement de 27 ans. Il y a très peu de meurtriers de 15 ans incarcérés au Royaume-Uni, et encore moins responsables d'un double meurtre. Mais à ma connaissance, une peine de 27 ans de prison est sans doute la plus longue peine minimale jamais prononcée à l'encontre de quelqu'un de cet âge. Qu'avez-vous ressenti en entendant la sentence? Quand on y est retourné et qu'on a entendu le verdict, mon premier réflexe a été de vouloir sauter en criant « oui ». Mais évidemment, on ne peut pas faire ça dans un tribunal. Si je reprends les mots du juge, ça a donné à peu près ça. James Fairweather, je vous condamne à 27 ans de prison, selon le bon vouloir de Sa Majesté. Si vous sortez un jour, vous resterez en liberté conditionnelle jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez emmener l'accusé. Je me souviens de ça. Avec un peu de chance, il ne sortira pas avant sa mort. Sinon, je ne sais pas ce dont je serais capable. C'est assez terrifiant comme sensation, parce que pour l'instant, je ne suis pas en colère. Mais je ne sais pas ce que je ressentirais s'il était libéré et que je me retrouvais nez à nez avec lui dans la rue. Dans cette affaire, James Fairweather a tué 2 parfaits inconnus. Cela fait-il de lui un psychopathe? Tous les meurtriers ne sont pas des psychopathes, et tous les psychopathes ne commettent pas de meurtre. Dans une population de détenus, on constate que même parmi les criminels les plus violents condamnés pour meurtre, la plupart ne restent pas indifférents au sort de leurs victimes. Ils se repentissent de leur passage à l'acte. Ils regrettent le mal qu'ils ont causé et ils éprouvent de la compassion pour leurs victimes. Mais il y a un plus petit groupe qui ne montre aucun remords, qui est particulièrement insensible et qui se fiche complètement du sort de ses victimes. Ce sont eux les psychopathes.
James Fairweather n'a jamais été officiellement diagnostiqué comme psychotique ou psychopathe. Sa santé est désormais confiée à l'administration pénitentiaire. Quel genre de traitement reçoit James Fairweather? J'imagine qu'il doit être considéré comme une bête curieuse, si vous me permettez cette expression. Il doit être persécuté par les autres détenus et se retrouver isolé. James Fairweather pourra-t-il un jour se réinsérer dans la société? C'est une bonne question. Comment pourrais-je le savoir? Évidemment, c'est impossible. Et sur cette affaire en particulier, je n'en mettrai pas ma main à couper. Je ne pense pas qu'il puisse se réinsérer, mais il m'est arrivé de me tromper. Alors, tout peut arriver. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on fasse de notre mieux. Pas nécessairement pour lui. Le but de la condamnation n'est pas de lui offrir une petite vie confortable. L'important, c'est que cette décision ait un sens, qu'elle soit adaptée et qu'elle soit prononcée dans l'intérêt de la société. Il faut à tout prix éviter qu'il soit encore plus dangereux à sa sortie. Si vous pouviez poser une question à James Fairweather, ce serait quoi? Il n'y en a qu'une qui vaille vraiment la peine d'être posée. Pourquoi? Bien sûr. Ce serait forcément pourquoi. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre. À quoi pensez-vous quand vous regardez sereinement une photo de votre fils? C'est une question très difficile. Je me sens pleine d'amour pour lui. Et en discutant, en voyant le monde qu'il y avait à son enterrement, je me rends compte qu'il a compté dans la vie de tellement de gens. Il n'a pas disparu. Tant qu'il sera dans mon cœur, il vivra. Son souvenir ne s'éteindra pas. Il continue d'exister dans nos pensées. Il est toujours avec nous, près de nous. En tout cas, il est toujours avec moi. Qu'il soit autiste ou pas, James Fairweather était un adolescent profondément perturbé. En résumé, c'est la combinaison de l'obsession de James pour les tueurs en série et de son trouble psychopathique émergent qui l'ont poussé à passer à l'acte. Il a obéi aux voix maléfiques qu'il affirmait entendre dans sa tête. James Fairweather a tué 2 parfaits inconnus sans raison apparente, si ce n'est son propre plaisir. Les images de l'interrogatoire de police le montrent bien. Pour les familles de Naïd Al-Manea et de Jim Hadfield, la douleur ne disparaîtra jamais. Mais il ne fait aucun doute que James se trouve désormais là où il doit être, derrière les barreaux.